bonjour. À l'occasion des élections provinciales qui auront lieu le dimanche 28 juin, nous recevons aujourd'hui Michael Forest, candidat pour l'UCF LNKS Île. Michael Forest, bonjour. Bonsoir Élise, bonsoir le pays. Alors, concernant les îles, la province des îles connaît un déficit de près de 6 milliards. La masse salariale a été réduite, mais la situation est toujours critique. La période du plan de redressement est en cours. Comment allez-vous redresser les comptes de la province des îles? D'abord, il faut aussi rappeler que cette élection s'inscrit dans la dernière mandature, la mandature ultime du processus de décolonisation qui a été signé en 1998 par différents partenaires. Directement sur votre question, c'est vrai qu'il y a une situation financière qui est là. Il faut saluer la gestion du président Ouanu, la gestion sortante, puisqu'effectivement, de 6 à 7 milliards, actuellement, on est aux alentours de 4 milliards de dette, de déficit. Le processus de décolonisation nous oblige aussi à pouvoir porter un regard d'action future aussi dans le cadre du pays, en globalité, parce que je rappelle que depuis 2022, le pays est au bord de la faillite. Il y a plusieurs indicateurs qui l'indiquent, qui le précisent justement. Charge à nous de pouvoir continuer dans le cadre de cette nouvelle respiration démocratique à travers les élections, de pouvoir apporter un regard nouveau, mais aussi saisir l'ensemble des possibilités, l'ensemble des opportunités qui sont à notre disposition, qui nous sont offertes par la loi organique, de manière à ce qu'on puisse poursuivre cette politique d'assainissement, mais aussi de rester aussi acteur dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques qui sont dévolues par la loi organique aux provinces, mais pas que, parce que les élections du 28 juin, c'est aussi des élections pour les membres du Congrès du territoire. Donc il y a plusieurs exemples qui sont sur la table, plusieurs possibilités juridiques qu'il faudra actionner rapidement. Par exemple, lorsqu'on peut observer les difficultés, notamment sur le transport maritime, on a pu voir ces derniers mois que le Congrès a par exemple adopté un statut pour les animaux. Peut-être que c'est bien, mais certainement qu'il y a d'autres priorités, notamment le statut des gens de la mer, pour pouvoir transformer le potentiel social, économique et humain de la province des îles en perspective économique claire et sincère. Donc il y a plusieurs sujets, plusieurs dossiers. Alors, La dé- nous allons revenir sur ces sujets, mais est-ce que le bilan justement de la mandature qui est en train de s'achever, ce déficit financier, peut compromettre votre liste justement au niveau des votes? Non, je pense pas. Cependant, nous portons le bilan de la mandature, qui est une mandature avec un exécutif UCF-LNKS, mais partagé encore une fois avec l'ensemble des indépendantistes et nationalistes qui ont bien voulu cheminer avec nous, que ce soit durant l'exécutif de M. Lallier, mais aussi de l'exécutif de M. Wanneux. Donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. C'est d'ailleurs une volonté de l'Union calédonienne qui, je le rappelle, chaque année reçoit le bilan de chaque exécutif ou chef ou président de groupe, que ce soit au niveau des provinces, du Congrès, mais aussi du gouvernement, pour pouvoir faire justement en sorte que les différentes motions que nous prenons dans le cadre de l'accord de Nouméa et en perspective de la souveraineté du pays puissent aussi prendre en compte cet ensemble d'éléments. Alors, comment, justement, avec le blocage des aérodromes depuis le 2 mars, bon, le trafic a repris à Lifou, mais le sujet du transport reste compliqué à régler, même si le trafic, je vous le disais, a repris à Lifou. Quelles sont les solutions immédiates que vous proposez pour débloquer la situation? Les solutions immédiates, notamment au niveau du Congrès, c'est de faire en sorte que chaque parti prenne ses responsabilités, notamment le gouvernement du pays, qui est compétent pour les axes Lifou-Nouméa, par exemple, mais pas que. D'une part, et d'autre part, il y a déjà plusieurs opérateurs publics, privés qui sont actuellement en place et avec lesquels nous allons engager un dialogue constructif, mais aussi de manière à élargir les possibilités qui doivent trouver une cohérence aussi, je vous le disais tout à l'heure, sur les différents textes législatifs qui vont découler du Congrès du territoire, parce que justement, c'est quand même malheureux d'arriver à presque 30 ans d'accord depuis Matignon-Oudinot et Nouméa, puis de constater encore ce type de difficultés structurelles. Donc, c'est aussi un des chantiers importants que nous allons engager rapidement, tout comme l'urgence sociale, je le rappelle, je l'ai aussi dit ces dernières heures avec nos concitoyens des îles EET qui sont présents sur Nouméa. Il y a une grosse diaspora, on l'a vu lors des 2 premiers référendums, où il y a aussi d'autres besoins, d'autres possibilités de soutenir, d'accompagner
nos populations, dans la mesure où on n'est pas là que pour venir les voir pour faire des procurations, par exemple. On doit aussi être en mesure de proposer plusieurs déclinaisons, on va dire, en termes de politique publique, qui répondent à des besoins concrets de notre population, dans le Grand Nouméa notamment. Alors, je reformule ma question. Alors, quelle justement stratégie concrètement vous avez envie de mettre en place ou vous allez mettre en place une fois élu concernant le transport? Ben, c'est de pouvoir clarifier la part de chacun dans ce grand chantier, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a les communes qui s'inscrivent dans des politiques de transport, il y a aussi la province, il y a aussi le gouvernement, et puis aussi et surtout un dialogue avec l'ensemble des opérateurs pays, notamment l'aviation civile, pour regarder comment au niveau de la loi, au niveau des futures perspectives politiques, on peut aussi quelque part véritablement asseoir une réelle desserte, on va dire, intra-île, mais aussi tournée vers la région. On a pu observer ces dernières années la possibilité de faire des lignes directes entre Tana, Wanaham, mais aussi Wanaham, Port-Vila, par exemple. Ça ne doit pas que rester des essais, ça doit être transformé en opportunité politique pour permettre au développement économique, notamment du tourisme, de pouvoir trouver de la cohérence en termes de perspectives. Alors, les dotations de l'État ont baissé. Est-ce que vous comptez prioriser certains dossiers plus que d'autres? On parlait tout à l'heure du transport, vous parliez justement du tourisme. Les dotations de l'État ont baissé. Il faudrait quand même vérifier les chiffres des différents mécanismes d'aide au développement, hein. Je suis bien placé pour le savoir que depuis la crise du Covid, l'État a multiplié les différents mécanismes d'accompagnement, d'aide financière, notamment le FEI, notamment les contrats de développement, notamment les prêts par exemple. Mais voilà, c'est aussi le constat de dire qu'on a quelque part aussi endetté les générations futures. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer les conditions pour que véritablement la richesse qui est produite dans le pays puisse rester au pays. Donc, il y a plusieurs considérations. On peut partir du nickel, qui est quand même le produit phare de notre petite île, mais aussi d'autres potentialités, on va dire, plus directes sur l'ensemble des loyautés, avec les filières d'excellence qu'on a déjà développées depuis plusieurs mandatures, autour de la vanille, autour du miel, autour du santal, par exemple, mais aussi explorer les différentes possibilités qui ont trouvé une résonance positive, notamment chez nos voisins du Pacifique, chez notre famille mélanésienne. Donc je parle là des emplois bleus ou des emplois verts, sur lesquels il faudra légiférer rapidement pour pouvoir mettre en place des mécanismes d'accompagnement, de soutien, en termes de montée en compétences, mais aussi en termes de marché, par exemple. L'une des priorités également dans les îles, c'est la santé. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la situation sanitaire est critique en Nouvelle-Calédonie et même dans les îles. Par exemple, à Lifou, les populations sont dirigées vers Oué. En ce moment, il y a une grève du côté de Marais. Qu'est-ce que vous proposez pour débloquer la situation? Déjà, se rapprocher de la dynamique pays, hein, qui a pu, par exemple, pallier à cette pénurie de médecins avec l'appui de différents programmes, à l'instar de la Croix de Malte, par exemple. Il y a aussi d'autres possibilités qui sont là, avec notamment l'appui de l'Agence sanitaire et sociale, mais aussi des centres hospitaliers territoriaux qui sont absents quelque part dans cette politique sanitaire sur les îles. D'autre part, vous le citez, c'est aussi important d'avoir une visibilité sur les infrastructures sanitaires et sociales au niveau des îles Loyauté et d'une manière générale sur d'autres secteurs aussi. Parce qu'on peut constater aujourd'hui, à la sortie de l'accord de Nouméa, qu'il y a des infrastructures qu'on a construites du temps des régions, de temps des provinces sous l'accord de Matignon, qui, quelque part aujourd'hui, aspirent à un nouveau souffle pour pouvoir répondre aux différents besoins de notre peuple. D'autre part, il y a aussi la dynamique, on va dire, sociétale qui est aussi engagée, parce que nos dispensaires, nos centres médicaux travaillent aussi avec nos conseils coutumiers, avec nos autorités religieuses, sur lesquelles on a aussi tenté d'apporter des solutions sur les différentes difficultés sanitaires. Monsieur Forel, Enfin, comment on peut faire pour faire venir justement facilement des docteurs de l'étranger? ça, c'est la loi. Et la loi, qui est-ce qui la légifère ici? C'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais sur un temps d'ironie, pour dire que le Congrès a légiféré pour donner un statut aux animaux. C'est bien peut-être, mais le peuple a aussi besoin d'autres considérations fortes, urgentes, sur lesquelles il faudra travailler dès le mois de juillet 2026.
Alors, Monsieur Forest, parlons de l'exode. Avec la crise qu'a connue la Nouvelle-Calédonie, la fermeture de l'usine du Nord, les émeutes de 2024, certaines personnes retournent aux îles Loyauté. Est-ce que c'est une opportunité pour les îles, un handicap? Comment allez-vous accompagner ces personnes? Je pense que c'est plutôt une opportunité qu'il faut saisir à la main et ce, assez rapidement, parce que souvent, c'est des personnes qui ont été acquérir du savoir, des compétences, soit sur Nouméa, soit sur la Grande Terre, mais aussi à l'extérieur, sur lequel il faut capitaliser. On a pu observer dernièrement sur les îles Loyauté plusieurs initiatives positives qu'il faut accompagner, que ce soit sur les initiatives de magasins alimentation ambulants, mais aussi autour d'autres possibilités sur les accès aux moyens, par exemple, et aux services. On a pu constater plusieurs réussites ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors, une question sur l'environnement, Monsieur Forest. Le climat reste un sujet primordial pour les îles. On le voit notamment à Ouvéa, où l'érosion a gratiné un peu les traits de côte. Prévoyez-vous des déplacements de population? Et sur les terres coutumières, il faut des discussions. Que prévoyez-vous? Il y a déjà un dialogue qui a été engagé, notamment autour du Sénat coutumier et des conseils d'air sur les îles Loyauté, à travers la démarche qui consiste à mettre en valeur la vision kanak de l'océan, par exemple. C'est pas le seul dispositif. Il y a aussi tout le travail de concertation et de consolidation qu'on a fait avec notamment les autorités coutumières. Donc, charge encore là à nous de pouvoir créer les conditions pour légiférer de manière à ce qu'on puisse donner un souffle nouveau et puis aussi être en capacité de s'inscrire sincèrement dans la sortie de l'accord de Nouméa. Concrètement, pour nous, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre l'accord de Kanaki qu'on a déjà posé sur la table au niveau de l'État pour qu'on construise en intelligence cette phase de transition, qu'on puisse actualiser notre projet de constitution qu'on a déjà déposé aux Nations Unies en 87 et puis quelque part aussi se saisir de l'ensemble des opportunités, vous le citez dans votre question, des initiatives comme par exemple le Vanuatu qui a réussi à adopter une résolution au plus haut niveau de la planète pour que la Cour internationale de justice puisse aussi aider, accompagner les petits peuples comme le nôtre face à ces situations de la mondialisation aussi. On peut avoir la même réflexion sur le fait qu'il y a une forte population loyaltienne qui participe activement au phénomène des sans-domicile fixe dans la capitale, mais aussi au niveau des squats, des quartiers populaires. Comment nous, collectivités provinciales des îles Loyauté, on peut aussi être aux côtés de nos populations qui sont dans le besoin, de manière à faire en sorte que la sortie de l'accord de Nouméa puisse aussi inscrire l'ensemble de la population dans la souveraineté du pays. Michael Forest, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, vous êtes candidat pour l'UC et FLNKS île. Merci, Elise.